OK. Donc, bonjour à tous et à toutes. Le Sierra Montréal est très content d'accueillir aujourd'hui Pierre-Luc Bélanger pour un midi du Sierra qui s'intitule Les Inuits et leurs chiens, ethno-histoire de peuples nomades et sédentarisés. Donc, Pierre-Luc Bélanger poursuit actuellement des études à la maîtrise en anthropologie à l'Université de Montréal sous la direction de Robert Crépeau et de Laurent Jérôme. Ses intérêts de recherche concernent la cohabitation entre les humains et la faune, plus particulièrement avec les chiens, les enjeux environnementaux et les cosmologies autochtones. Son projet de recherche est consacré à l'étude de la place contemporaine du chien en contexte inou, dans une perspective ethno-historique. Son terrain ethnographique s'est déroulé dans les communautés inou des Coinichit sur la côte nord et de Natouachiche au Labrador. Pierre-Luc est scorpion avec un ascendant balance. Donc, je vous invite à attendre la fin de la présentation on va avoir une demi-heure pour la période de questions. Donc, vous pouvez simplement attendre pour les questions. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Pierre-Luc et merci à tous et à toutes d'être là. Merci beaucoup, Arnaud. Bonjour tout le monde, je suis super content de vous voir aujourd'hui. J'ai préparé une présentation PowerPoint puisque je crois que ça va être plus facile visuellement, donc je vais la partager pour l'instant. Et puis, comme Arnaud le dit, je travaille sur la place contemporaine du chien en contexte inou, dans une perspective ethno-historique. Et puis, ma recherche de terrain elle a été faite cet été, donc de juin à août 2022. Et puis, je dois dire que je suis encore en processus de rédaction actuellement de mon mémoire. Et puis, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment les réflexions que j'ai entamées depuis mon retour de terrain. Donc, je vais vous présenter ça en partie, mais je dois dire que rien n'est officialisé pour l'instant. Donc, je suis tout à fait ouvert à recevoir vos commentaires, vos questions par rapport à ça, pour peut-être m'aider à cheminer aussi à travers mon processus de recherche. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter un petit peu plus en détail l'endroit où j'ai commencé. Je ne suis pas capable de changer. OK, c'est super. Je pense que vous voyez tout le monde la carte. Donc, ma recherche de terrain, c'est produit dans la communauté des Coinichit que vous voyez, c'est juste en face de l'île d'Anticosti, dans le fleuve Saint-Laurent. En face de la communauté aussi, ce qu'on appelle l'archipel de Mingan. C'est là que j'ai passé la majeure partie de mon terrain, donc environ 2 mois et demi, avant de me diriger dans la communauté de Natouachiche, qui est la communauté inou la plus au nord qu'on retrouve dans la péninsule Labrador-Québec. C'est une communauté qui anciennement s'appelait Outimoasit ou Davis-Sintlet. Cette communauté-là, elle a déménagé dans les années 2003 suite aux problèmes sociaux qu'elle vivait là-bas. Donc, depuis environ les années début 2000, les gens ont commencé à migrer à Natouachiche. Mais les contextes entre Equanchit et Natouachiche sont complètement différents, même s'il s'agit de la même nation. Donc, on parle toujours des Inuits. J'ai séjourné là dans le cadre d'un rassemblement des aînés, ce qui est pour les Inuits une occasion de pouvoir se rencontrer en majorité pour les aînés et de discuter de toutes sortes de choses autour de thé, en fumant des cigarettes et en pouvant juste se remémorer les moments qu'ils ont passés autrefois lorsqu'ils vivaient à l'intérieur des terres dans le Nutchimit et aussi de connaître un petit peu aussi les réalités de chacune des communautés. Donc, cette année, la communauté qui avait été sélectionnée pour faire le rassemblement, c'est Anatouachiche. Et puis, cette communauté-là, ben, c'est comme que je l'ai dit, c'est la plus au nord. Là, donc, c'est l'occasion pour certains Inuits qui n'avaient jamais été non plus d'y aller et d'y visiter. À travers mon terrain, j'ai aussi pu séjourner pendant un court séjour de 3 jours à Nutarquan où j'ai été rencontrer quelqu'un qui m'avait été recommandé par les écoliers chinois, donc les Inuits des Coinichit. Et suite à ça, ben, j'ai pu vraiment avoir une grande diversité des réalités qui existaient à travers les communautés Inuits qu'on trouve à la fois au Québec et au Labrador. Donc, je n'inscris pas mon terrain de recherche dans une perspective multisite, même si j'ai voyagé à travers mon terrain, mais vraiment dans une perspective plus nomade, donc propre à la nation avec qui j'ai fait affaire pour faire mon étude. Donc là, je vais vous présenter une carte un peu plus précise de la communauté des Coinichit, où j'ai séjourné la majeure partie de mon terrain.
Donc, comme je disais, Quanchit se situe juste en face de l'archipel de Mingan, qu'on retrouve ici, qui est un assemblage d'îles qui autrefois était fréquenté par les Inuits lorsqu'ils vivaient de nomadisme. Donc, si vous prenez le temps de regarder sur la map, vous allez voir qu'il y a plusieurs petits points noirs qui se retrouvent un petit peu partout sur le long de la côte ou à certains endroits sur les îles. De même que des triangles rouges qu'on voit un petit peu moins nombreux. Donc, les triangles rouges font affaire à des sites archéologiques qui ont été fouillés par un programme d'archéologie collaborative. Donc, c'est vraiment des sites qui ont eu des données qui ont ressorti de ça, alors que les sites qui sont en noir, c'est des sites qui sont connus, mais qui n'ont pas nécessairement été fouillés. Donc, je vous présente cette carte-là juste pour vous montrer que la communauté des Quanchit, c'est un point parmi tous les autres points qui étaient fréquentés par les Inuits d'autrefois. Ça témoigne un petit peu aussi du côté peut-être arbitraire d'une communauté suite aux mesures gouvernementales qui établit un point parmi tout l'ensemble du territoire qui est fréquenté. Et puis, la communauté des Quanchit a été sédentarisée dans les années 1963. Donc, ça fait pas très, très longtemps. Et puis, contrairement à Natwashi, c'est vraiment des différences qu'on peut retrouver, notamment par le fait que la communauté des Quanchit est reliée par la 138, donc ils ont accès à la route qui leur donne accès à des villes allochtones comme Havre-Saint-Pierre, pour ceux qui connaissent, ou un peu plus vers l'ouest, à 2 heures et demie de cette île. Pour parler de ma position de recherche, je dois dire que mon intérêt pour les chiens en contexte autochtone est arrivé un petit peu par hasard. En 2018, j'ai été réaliser un cours expérience de terrain dans la communauté Cri de Waswanipi. Je ne travaillais pas du tout sur les chiens, mais c'est là que j'ai été confronté un petit peu à la réalité qu'on retrouve des chiens en contexte autochtone. Et je trouvais que la logique était quand même particulière avec les cris de Waswanipi face aux relations qui s'entretenaient avec les chiens. Donc, quand j'ai décidé de poursuivre au cycle supérieur, je me suis intéressé un peu plus longuement à cet enjeu-là. Et puis, en le fouillant dans la littérature, j'ai réalisé que la plupart des études qui parlaient de la cohabitation entre les chiens et les Autochtones au Québec, c'était des études qui étaient vétérinaires, donc qui avaient dans une idée d'intervenir sur les problèmes des chiens qu'on appelle dans les communautés autochtones. Ces études-là avaient pas mal une approche similaire par rapport à la nation dans laquelle ils faisaient affaire. Donc, si je vous parle de Waswanipi, c'est en contexte CRI ou IU qu'on dit de nos jours. Il y a des communautés comme Manawan qui sont à Tikamek, il y a des communautés Innu, dans mon cas, comme à Equanchit. Chacun vit des problèmes similaires face aux chiens. Les approches vétérinaires étaient vraiment sensiblement pareilles selon les études. Je voulais m'intéresser un peu plus à la particularité que chacune des nations avait avec les relations qu'ils établissaient avec les chiens. Et vraiment, moi, me concentrer au niveau de l'intervention canine, donc pas au niveau de la gestion que les Autochtones en faisaient, mais vraiment au niveau des relations que chacun des communautés entretenait avec leurs chiens. Euh, les autres études qui avaient été faites plus dans un contexte différent, c'était dans les études des communautés inuites, donc vraiment plus au nord du Québec, où on parle du canicide. Donc, pour ceux qui sont peut-être moins à l'aise avec ce terme-là, c'est dans les années 1960. Il y a des mesures de sédentarisation qui étaient imposées pour les communautés inuites et la GRC est débarquée dans ces années-là et a décidé d'abattre tous les chiens qui étaient à vue et lousses dans les communautés pour vraiment forcer les Inuits à rester sur leur territoire. Ça a vraiment marqué leur histoire. Et puis aujourd'hui, on parle vraiment de cette période-là du canicide comme un trauma. Donc, les études anthropologiques s'intéressent plus justement à la façon dont les Inuits se sont adaptés à leur histoire de canicide. Mais quand on parlait des communautés qui étaient plus celles des Premières Nations, donc qui ne sont pas inuits, il y avait peu de littérature à ce niveau-là et je cherchais vraiment à enquêter plus précisément. Donc, j'ai ajusté mon approche en fonction du contexte actuel où est-ce qu'on sait qu'aujourd'hui, on n'est plus dans cette période de sédentarisation, mais qu'on vit vraiment une période plus d'urbanisation dans les communautés et aux intérêts de la communauté dans laquelle j'ai fait affaire. Donc, vraiment, moi, je me suis détaché aussi de l'idée que je n'étais pas un intervenant canin, que je n'étais pas vétérinaire, que je n'allais pas là pour trouver des solutions aux problèmes de cohabitation entre les Inuits et leurs chiens, mais vraiment pour comprendre le phénomène. Donc, vraiment, encore une fois, je le dis, moi, dans l'intervention. J'ai ajusté mon approche aussi en fonction de mes compétences. Donc, je savais que j'allais être confronté peut-être à des logiques différentes de ce que moi j'étais habitué. On sait que
dans les villes allochtones en Occident, on n'est pas confronté à des problèmes de chiens qui vivent vraiment un peu comme en meute dans les rues. Mais j'étais, de par mon expérience professionnelle, là, je suis musher, c'est-à-dire guide de traîneau à chiens depuis 6 ans maintenant. Donc, j'avais certaines compétences face aux chiens avec qui j'allais interagir. Ça ne m'effrayait pas. Et je pense qu'une des valeurs qui me portait le plus vraiment dans l'approche que j'ai utilisée lors de mon terrain, c'était d'être authentique. Donc, vraiment d'aller dans une d'apprentissage que moi, j'avais rien à apprendre en tant que chercheur universitaire aux Inuits chez qui j'allais vivre, mais vraiment que c'était de eux que j'allais apprendre. Donc, vraiment de leur donner la position de savoir et moi, vraiment que j'étais là pour apprendre. Donc, l'image, là, c'est juste pour vous montrer que des fois, on avance un petit peu à tâtons, mais que finalement, on finit par trouver son chemin à travers tout ça. Donc, sur le terrain, plus concrètement, j'ai mobilisé deux approches pour pouvoir mener mon enquête de terrain. La première étant l'ethno-histoire. Donc, l'ethno-histoire, c'est l'utilisation de l'histoire telle qu'elle est vécue par la communauté chez laquelle on va séjourner et qui permet de pouvoir retracer les bornes temporelles de la culture chez qui on est. Donc, dans le cas des Inuits, le temps n'est pas découpé nécessairement de la même façon que nous, on va le faire en tant qu'Occidentaux. Donc, on ne va pas y aller avec des périodes qui sont propres à nos logiques à nous, comme que je vous parle de nomadisme, de sédentarisation, mais plus à des périodes qui font référence à une perte d'autonomie ou d'autosuffisance par rapport à leur vécu. Par exemple, on va parler de l'époque avant l'arrivée de la farine, l'époque après la farine, l'époque des tentes qui fait référence au nomadisme dans nos propres termes à nous, l'époque où le gouvernement a commencé à donner des maisons aux familles. Donc, ça fait référence plus à la sédentarisation. Dans le cadre de la présentation aujourd'hui, je vais plus vous parler de nomadisme, de sédentarisation pour ne pas trop mélanger, simplifier les choses. Mais il faut garder en tête que la perspective dans laquelle j'ai travaillé, c'est vraiment de leur point de vue à eux sur leur histoire. Et l'ethno-histoire, elle a pris forme à travers trois grandes sources de savoir qui étaient présentes à Equanchit. La première étant l'archéologie collaborative. Donc, on se rappelle la carte que je vous ai présentée au départ, où est-ce qu'on voyait vraiment les sites qui sont connus entourant la communauté d'Equanchit. Ça fait partie justement, comme que je dis, d'un programme d'archéologie où les Inuits peuvent eux-mêmes participer aux fouilles qui sont produites chez eux, sur leur terre à eux. Et à certains moments, on a fait référence aux aînés de la communauté dans le programme d'archéologie pour un peu apprendre de eux. Donc, on avait déjà trouvé une structure de bois ou de feu qu'on ne savait pas exactement à quoi ça référait, puisque les archéologues, c'est une structure qui leur était inconnue. Donc, ils ont fait appel aux aînés de la communauté qui étaient toujours vivants pour essayer de comprendre ce à quoi leur vécu pouvait leur aider à faire correspondre les structures trouvées. Et puis, vraiment beaucoup d'engouement par rapport à l'archéologie à Equanchit, même si c'en est une fierté. Les gens, vraiment, ils participent avec un grand enthousiasme. Ça, c'était une des sources qui m'a permis de pouvoir vraiment remonter un peu plus loin dans le temps pour les Inuits. On avait aussi l'exposition muséale locale qui se produit dans la Maison de la culture Innu à Equanchit. Donc, ça, c'est une exposition où on commence avec le récit cosmogonique, donc le récit de création des Inuits, qui part vraiment de leur propre perspective avec les mythes jusqu'à l'arrivée des Blancs, les processus gouvernementaux qui l'ont amené à leur dépossession territoriale et tout jusqu'à nos jours. Et dans cette exposition-là, on trouvait aussi des objets qui avaient été donnés volontairement par les Inuits de la communauté des Quanchit, dont le traîneau que vous pouvez voir ici, donc Atimutaapan, que les Inuits disent, donc le véhicule du chien. C'était un des derniers exemplaires de traîneau qu'on avait pour les chiens lors du temps du nomadisme. Et souvent, quand je parlais avec les Inuits, on me référait à aller consulter l'exposition muséale pour faire référence, avoir un visuel un petit peu des objets de leur quotidien au temps où est-ce qu'ils vivaient à l'intérieur des terres. Euh, Ça, c'était deux de mes sources de savoir, mais la première et la principale, c'était vraiment la consultation des aînés de la communauté. On a ici Hélène Nolin, qui est la doyenne de la communauté des Quanchit, avec mon traducteur Vincent Napiche, qui m'ont vraiment aidé à pouvoir remonter quand même assez loin dans leur histoire avec une perspective vivante. Donc, ce n'était pas des objets qui me faisaient parler, ce n'était pas des écriteaux comme qu'on peut retrouver pour l'archéologie, c'était vraiment le vécu des personnes qui se trouvent dans mon terrain. Et cette perspective-là a été amenée aussi du fait que j'ai mené mes entrevues en langue Innu, en Innu et Mun.
Et de là, la participation de mon traducteur qui, lui, vraiment insistait sur le fait qu'il n'était pas un interprète, donc il changeait le moins possible le contenu qui était émis, mais vraiment qui traduisait pour qu'on garde l'histoire le plus fidèle possible à ce qu'elle a été vécue. Dans une autre façon, j'ai pu construire mon approche de terrain avec une seconde approche qu'on appelle l'ethnoéthologie. C'est un type d'ethnographie qui met l'accent sur les interactions entre une population humaine et les animaux ou d'autres sortes d'entités, comme par exemple dans une autre culture qui ferait intervenir des esprits de façon quotidienne, on pourrait s'intéresser à cette façon-là. Pour moi, c'était des animaux qui sont les chiens. Dans le but de comprendre de quelle façon est-ce que le comportement de l'un et de l'autre influence le fonctionnement de la société. Donc, cette façon-là de pouvoir construire ma méthode d'enquête, ça m'a permis de pouvoir euh, étendre la compréhension du phénomène des chiens en contexte autochtone en incluant tous les acteurs qui y participent. Donc, la cohabitation inclut deux types d'acteurs qui sont les humains et les chiens. Et dans la perspective de l'ethnoéthologie, les animaux ont aussi des choses à nous apprendre et nous faire découvrir à travers leur quotidien. Donc, dans ma recherche de terrain, j'ai pu suivre les chiens dans leurs déplacements, me nouer d'amitié avec certains d'entre eux. Puis vraiment, j'ai pu comprendre un autre pan de la cohabitation entre les humains et les chiens qui avait peut-être été éclipsé dans les études vétérinaires, où est-ce qu'on a vraiment l'objet que les animaux vont être un petit peu plus passifs face à la cohabitation. Mais là, j'ai vraiment conçu que les animaux étaient actifs dans cette cohabitation-là et changeaient aussi les logiques qu'on pouvait retrouver dans la communauté. Donc, la question de recherche que j'avais au départ était de quelle manière les Inuits vivent avec leurs chiens. Elle s'est transformée grâce à cette approche-là. Ça a été de quelle façon est-ce que les Inuits et les chiens vivent ensemble, vraiment pour leur donner une équivalence dans l'influence qu'ils vont avoir un et l'autre. Ça a fait aussi que ma recherche était plus inclusive et qu'elle permettait de parler de l'histoire d'une autre façon que ce qu'elle racontait habituellement. Donc, juste pour vous situer un peu, parce que ça peut devenir mélangeant, je suis inscrit en anthropologie, donc ça, c'est la discipline à laquelle j'appartiens, plus précisément en ethnologie, donc l'étude des cultures humaines. Et les deux approches que j'ai mobilisées sont l'ethnohistoire et l'ethnoéthologie, que j'ai combinées ensemble pour mener mon projet de recherche, donc ethnographique, vraiment en contact avec les gens avec qui j'ai travaillé. À travers ma recherche, j'avais deux principaux objectifs. Le premier était de décrire le rapport que les Inuits entretenaient avec les chiens avant la sédentarisation. Donc, en tentant de savoir c'était quoi les tâches que les Inuits confiaient à leurs chiens durant le nomadisme, quels étaient les types de chiens qu'on retrouvait dans les campements Inuits à cette époque-là, et de quelle façon est-ce que la gestion canine, elle prenait forme aussi. Ça, c'était mon premier pas. Donc, une recherche plus par rapport au passé qui était justement plus mise en valeur à travers l'ethnohistoire. Et de notre côté, j'avais l'intention de réfléchir sur les impacts que la sédentarisation a eu sur les rapports que les Inuits ont construits avec leurs chiens jusqu'à aujourd'hui. Donc, cette recherche, cet objectif-là se faisait à travers deux questions, deux sous-questions, comme de quelle façon est-ce que l'imposition d'un cadre urbain avait modifié la gestion canine des Inuits et à quoi ressemble le mode de vie des chiens actuellement présents par rapport à ce qu'il était autrefois. Euh, Par contre, à travers mes recherches plus sur le terrain, j'ai réalisé que ma perspective de avant-après était propre à ma propre culture. Donc, vraiment qu'on parle de la sédentarisation, qui est un point un peu basculant pour le mode de vie des Inuits, alors que de leur perspective locale, la sédentarisation s'est vécue comme un processus, donc vraiment sur une longue période de temps. Et c'était une vision un peu plus en transition, comme qu'on peut le voir avec les images que j'ai mis plus bas. Et cette perspective-là m'a permis vraiment de pouvoir comprendre autre chose et que ce n'est pas arrivé du jour au lendemain qu'on a des problèmes de chimie, mais que ça s'est fait graduellement à travers le temps selon différents processus. Donc, les questions qui ont émergé sont de quelle manière est-ce que la sédentarisation a amené à une diminution de l'utilisation des chiens chez les Inuits et de quelle manière est-ce que les chiens sont devenus problématiques aux yeux de l'État pour des raisons de santé et de sécurité publique, mais aussi dangereux aux yeux des Inuits par rapport à ce qu'ils étaient autrefois. Donc, pour entrer dans la première sous-question, lesquelles étaient les tâches qu'on confiait aux chiens durant le nomadisme, j'ai réussi à reconstruire trois portraits de type, qu'on pourrait dire, des chiens qu'on retrouvait à cette époque. Le premier était des chiens transporteurs. De ce qu'on m'a dit, c'était des gros chiens qui tiraient les toboggans, donc les toboggans qu'on retrouve sur les images ici.
lors de leur déplacement dans le territoire. Donc, les Inuits partaient de la côte environ à la fin de l'automne et rentraient à l'intérieur des terres tout le long, tout le temps de l'automne et de l'hiver jusqu'au printemps où ils retournaient vers la côte. Et à travers tous leurs déplacements, bien, les Inuits, ils avaient des chiens avec eux pour les accompagner et à transporter les charges qu'ils avaient avec eux, comme les tentes, les poêles à bois, la nourriture. Parfois, on avait des aînés qui ne pouvaient plus marcher nécessairement, donc on les mettait sur les toboggans aussi. D'autres fois, c'était des enfants. Donc, vraiment, les chiens ont participé activement au déplacement des Inuits. Vraiment, ils formaient une équipe ensemble qu'on peut voir sur l'image ici. On avait aussi des chiens gardiens, donc des chiens qui restaient plus souvent au campement des femmes avec leurs enfants ou les aînés lorsque les hommes étaient partis à la chasse peut-être pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Il faut savoir que les femmes chassaient elles aussi et que parfois les chiens qui étaient gardiens aidaient les femmes à chasser au pourtour des campements pendant l'absence des hommes. Donc, il y avait plus une fonction de protection, ces chiens-là, par rapport aux chiens qui étaient plus transporteurs. Finalement, on avait les chiens chasseurs, qui étaient des chiens qui, eux, partaient avec les hommes à la chasse pendant quelques temps. Par rapport aux autres chiens, on m'a dit que les chiens chasseurs étaient des petits chiens, contrairement aux autres qui étaient plus gros, ou un type de chien particulier qu'on retrouve dans la culture Innu qui s'appelle le Timitichkan ou Timitichkanat au pluriel. Et ces chiens-là, on va en parler un peu plus loin, mais c'est des chiens qui sont vraiment typiques à la culture Innu qu'on ne retrouve pas ailleurs. Par contre, je dois dire que même si c'est des traits qu'on peut retrouver là, comme trois profils de chiens, il y a quand même une perméabilité des catégories. Donc, des chiens transporteurs ou celles des chiens chasseurs. Les chiens chasseurs pouvaient peut-être rester au campement parfois pour être des chiens gardiens et vice-versa. Donc, vraiment, ce pas des catégories qui sont fixes et qui a quand même une persistance d'un certain flou, puisque parfois, on me dit que les chiens transporteurs étaient gros, mais que les chiens chasseurs aussi l'étaient, que les chiens gardiens, bon, il n'y a pas vraiment de grosseur qui a été émise. Je me rends compte aussi que c'est peut-être plus moi qui insiste à savoir à quoi ce qui ressemblaient les chiens que les Inuits, parce qu'ils vraiment ils m'ont dit toutes sortes de choses par rapport à ça. Je dois aussi dire que les chiens dans les campements étaient toujours attachés et même durant la nuit, ils ne rentraient pas à l'intérieur des tentes, à moins qu'il y avait des circonstances exceptionnelles comme des grands froids qui pouvaient arriver. Pour parler un peu plus en détail des chiens qu'on retrouve plus dans la culture Innu, je vous parle ici du Timitichkan. Donc, le chien qui a la queue coupée, c'est ce que ça veut dire Timitichkan. C'est un chien que les Inuits transformaient pour qu'il ressemble à ça pour des critères qui leur sont propres. Donc, on pouvait couper la queue pour transformer le chien en Timitichkan. Mais on peut aussi couper les oreilles pour les arrondir ou faire un trait au couteau sous le nez du chien pour, de ce qu'on m'a dit, décupler le sens de l'odorat du chien. Avec le temps, les Timitikanats, ils ont progressivement disparu des communautés Innu jusqu'à ce qu'on en retrouve presque plus dans les communautés qui sont plus à l'ouest. Par exemple, à l'ouest des Quanchit. Et plus qu'on remonte vers l'est, des communautés qui, comme Unamanchipu ou Pakwashipu, n'ont pas encore accès à la route, ont conservé un peu plus de Timitikan et vont l'utiliser encore de nos jours. Pour ce qui est des Quanchit, je n'ai pas pu rencontrer de Timitikan puisqu'il n'y en avait plus. Mais le premier que j'ai pu rencontrer dans ma recherche de terrain, c'est Cadeau, donc le chien que vous voyez ici sur le bord de la mer. Cadeau, c'était le chien d'un de mes amis qui était alloctone, donc qui était blanc. Il était arrivé un petit peu par hasard dans la vie de mon ami où il vivait à Magpie, donc à 40 km de la communauté. On imagine qu'il s'était échappé ou il avait été dans une idée d'explorer jusqu'à ce qu'il arrive dans les bras de mon ami. Et puis, Saint-Chélan m'a référé qu'il était appartenant à Quanchit ou qu'il promenait des Quanchit puisque c'était un chien jaune qu'on disait. Donc, il paraît qu'autrefois, les Inuits des Quanchit avaient plusieurs chiens de cette couleur-là, comme on peut voir de son pelage. Et c'est comme ça qu'on a pu m'aider à savoir que c'était peut-être des derniers chiens jaunes qui existaient dans la région. Et lui était Timitikan, où est-ce qu'on voit qu'il avait la queue coupée en partie, mais il n'y avait pas les oreilles coupées. Si on regarde sur la photo de droite, on voit un Timitikan de Nutashquan. Et lui avait véritablement la queue coupée beaucoup plus courte, avec les oreilles aussi arrondies. On n'avait pas de traits sous le nez, mais tout de même, ça reste un Timitikan. Et ces chiens-là, vraiment, il n'y en a presque plus de nos jours. Donc, j'étais vraiment content de pouvoir les retrouver sur mon terrain. Je veux juste
Pour parler un petit peu encore de nomadisme, là, je vous présente ici la carte des nations qu'on retrouve au Québec, plus au nord. Donc, on a les Inuits qui sont en orange, les Naskapi, les Inuits et les Cris. Et chacun de ces nations-là s'inter-influençait, se rencontrait parfois sur les territoires qu'ils avaient établis entre eux et qui avaient quand même un système d'entraide là, par rapport aux chiens dans leurs déplacements. Donc, par exemple, quand on rencontrait une famille Naskapi, ça se pouvait qu'elle pouvait nous échanger des chiens lorsqu'on était dans le besoin, ou les Inuits aussi avec les Inuits. Par contre, chacune des nations avait une utilisation respective des chiens. Puis quand j'ai été à Natwashish, j'ai rencontré des Naskapi et des Inuits. Comme vous pouvez voir, c'est un territoire qui est un petit peu enchevêtré. Et puis, les Naskapi se distinguaient des Inuits par le fait qu'eux pratiquaient le chien de traîneau, vraiment comme on l'imagine. Donc, une équipe, un attelage avec quelqu'un qui est derrière le traîneau, un petit peu à la manière que les Inuits l'ont fait. On imagine que c'est peut-être un peu des Inuits qui ont emprunté cette pratique-là. Alors que les Inuits, eux, ne faisaient pas de chien de traîneau tel qu'on l'imagine. Si on se rappelle les images que j'ai présentées, c'était vraiment un chien qui était au-devant du traîneau avec un chasseur, un homme souvent. Donc, vraiment plus proche de ce que les Inuits de la Basse-Côte-Nord faisaient. Et à Natwashish, la particularité, c'était que le concept de Timitichkan leur était inconnu. Donc, ils ne connaissaient pas cette pratique-là. C'était vraiment plus pour les communautés de la Basse-Côte-Nord, comme Pakwashipi, Unaman, Tarkwan et Quanchit. Donc, ça témoigne de peut-être des logiques particulières à ces régions-là. Mais ce faisant, c'est que tous les chiens qui ont été rencontrés, échangés, transportés ensemble, ça a apporté un grand flux génétique à travers les chiens qui se sont reproduits ensemble avec le temps, d'autant plus qu'ensuite les Occidentaux ont apporté des races provenant d'ailleurs dans le monde de l'Europe. Et on retrouve aujourd'hui vraiment des chiens avec une très grande diversité de phénotypes, comme vous pouvez voir sur la photo, là, des chiens qui sont clairement bâtards avec des yeux bleus, donc qui témoignent de l'ascendance husky qu'ils ont pu avoir à travers le temps. Donc, en regardant le phénotype des chiens, mais j'étais un peu capable de comprendre un peu l'histoire de la communauté avec laquelle je faisais affaire. Puis, là, on arrive à la période où est-ce que les processus de sédentarisation se sont entamés. Et puis, la sédentarisation, c'est pas, comme que je dis, vraiment du jour au lendemain, c'est arrivé des maisons qui sont apparues, mais c'est quelque chose qui était progressif dans le temps et qui s'est manifesté à travers plusieurs mesures gouvernementales, comme l'éducation forcée des enfants, l'imposition d'un travail salarié et les réglementations gouvernementales sur la chasse. Ça mis ensemble, ça a fait en sorte que les chiens qui accompagnaient les chasseurs sur le territoire sont devenus de moins en moins nécessaires ou moins possibles à pouvoir exécuter, puisque les hommes ne pouvaient plus retourner à la chasse comme ils étaient occupés par le travail, que les enfants devaient aller à l'école, donc on ne pouvait plus partir pendant une longue période sur le territoire, et que les réglementations de la chasse qu'ils ont faites avec la dépossession, ça a fait en sorte que la chasse ne se pratiquait plus de la même manière, c'était plus restrictif. Et les Inuits ont beaucoup eu peur aussi de recevoir des amendes ou des pénalités par rapport aux transgressions qu'ils pouvaient faire sans nécessairement le savoir, puisque c'était des concepts qui leur étaient inconnus sur un territoire qui vivait depuis longtemps. On a aussi l'attribution des maisons de réserve qui s'est produit avec l'arrivée de technologies de transport motorisé comme la motoneige, la chaloupe, le VTT, la voiture, etc. Et ça a fait en sorte que ça a remplacé les atouts que les chiens pouvaient donner par rapport à la force physique ou la protection pour ce qui est des chiens, les chiens gardiens des campements ou les chiens transporteurs. Donc, progressivement, il y a aussi eu d'autres mesures comme l'établissement d'un dépotoir permanent. Lorsqu'ils étaient nomades, les Inuits, il y avait des petits dépotoirs qui s'effaçaient à travers le temps. Mais là, comme la communauté s'est sédentarisée, il y a un dépotoir plus gros, plus massif qui est finalement apparu avec de nouveaux déchets qui étaient industrialisés. C'était plus justement des rebuts de chasse qu'on donnait aux chiens, mais c'est peut-être des choses qui étaient emballées dans du plastique, dans du carton. Donc, vraiment que nous, les Occidentaux, on a apporté chez les Inuits. Progressivement, ça a fait en sorte que la nécessité d'attacher les chiens s'est manifestée de plus en plus. On se rappelle, les chiens étaient toujours attachés, sauf au moment de la chasse. Donc, quand ils étaient toujours restés à la maison, bien, ils étaient toujours attachés, ces chiens-là, et qu'on ne pouvait plus nourrir les chiens non plus avec autant de rebuts de chasse comme on le faisait autrefois. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui a fait en sorte que les Inuits ont commencé un peu de ce qu'on m'a dit, avoir pitié des chiens qui étaient constamment attachés et bien, ils ont commencé à les détacher pour qu'ils puissent bouger, mais aussi se nourrir par eux-mêmes parce qu'on n'avait pas eu l'habitude de les nourrir comme que nous, on le fait, les Occidentaux, vraiment avec la nourriture spécifique pour eux.
Donc, progressivement, les chiens ont commencé à se retrouver libres et à développer une certaine indépendance. Et en étant en relation avec toutes les autres mesures gouvernementales qui sont entrées en contact, ben, on est finalement arrivé avec des problèmes de chiens où est-ce que des chiens ont commencé à fréquenter les dépotoirs, à se reproduire librement entre eux, à devenir plus agressifs parce qu'ils avaient faim, etc. Donc, la recherche ethno-historique m'a permis un peu de reconstruire la façon dont les problèmes de chiens sont apparus dans les communautés Innu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on retrouve plusieurs types de chiens dans les communautés avec pas nécessairement les mêmes fonctions qu'on retrouvait autrefois. Là, je vous ai mis 4 catégories ici que j'ai pu établir. Ça, c'est vraiment de mon regard à moi. Ce n'est pas le regard nécessairement des Inuits, mais qui me permettait de pouvoir un peu comprendre le vécu des chiens actuels dans les communautés. Donc, on avait des chiens patrouilleurs, donc des chiens qui se promenaient vraiment partout dans la communauté sans qu'on puisse savoir nécessairement où est-ce qu'ils habitent. Le chien que j'ai présenté ici là, pour présenter ça, il s'appelait Mon Chien. Donc, mon chien, c'était un chien justement qui, chaque fois que je me retrouvais dans un endroit, était probablement là aussi. Lorsqu'il y avait des batailles, c'est ce chien-là qui intervenait pour un petit peu séparer les chiens. Il y avait comme une espèce d'idée là, je sais pas, peut-être qu'il n'aimait pas la chicane, ce chien-là, mais il contrôlait les chicanes d'une certaine manière à ce que les chiens se séparent par la suite. On avait des chiens qui étaient plus casaniers, donc des chiens qui restaient vraiment plus à la maison ou qui vraiment s'attachaient à leur maître, qui sont souvent les enfants. Donc, ils les suivaient parfois à l'école, attendaient toute la journée à ce que l'enfant puisse ressortir pour qu'il puisse être avec lui. Ce pas des chiens qui causaient beaucoup de soucis, mais lorsqu'ils entraient en contact avec d'autres types de chiens, éventuellement, ils pouvaient se retrouver dans des batailles aussi. On avait des chiens qui étaient joueurs ou sociaux. J'ai mis ici l'image de Tapoué. Tapoué, c'est le chien du chef de la communauté des Quanchit, un chien vraiment exceptionnel là, qui partageait la majeure partie de mes journées. Et ce chien-là, comme d'autres de son type, que je pourrais dire, là, vraiment toujours à la recherche de s'amuser, de pouvoir être en contact avec d'autres chiens. Ils ne vont pas nécessairement se battre avec d'autres, mais qui vont toujours être à la recherche d'amusement. On avait aussi des chiens qui étaient non affiliés, que je pourrais dire. Donc, j'aime pas utiliser le terme errant, puisque l'errance fait référence à peut-être une transgression plus profonde que juste le fait de se promener dans une communauté. Mais les chiens qui étaient non affiliés, c'était des chiens qui n'avaient pas de maître qu'on pouvait associer directement et qui, eux, se nourrissaient la plupart du temps de déchets qu'on retrouvait dans la communauté, qui transportaient les déchets à travers la communauté aussi. Des chiens qui, étant donné qu'il n'y avait pas de maître, se faisaient peut-être moins nourrir et qui avaient des comportements plus dérangeants, que je pourrais dire, comme poursuivre les voitures, poursuivre les bicyclettes, japper constamment. Et ces chiens-là, c'était ceux qui étaient le moins aimés des Inuits avec qui j'ai partagé mon quotidien. J'ai mis l'image ici de Juliette qui mange une mouette échouée sur le bord de la plage. Il faut savoir que cet été, il y avait la grippe aviaire dans la Basse-Côte-Nord, donc plusieurs oiseaux sont décédés de cette maladie-là, se retrouvaient sur les plages et bénéficiaient des chiens aussi. Puis encore une fois, il y a une perméabilité des catégories. Là. Ça, c'est moi qui dresse ces portraits-là, et puis ça me permettait de comprendre plus le mode de vie spécifique des chiens à Equanchit, étant donné que j'ai passé beaucoup de temps. On avait aussi les chiens de Natwashus qui, étant donné que je suis resté moins longtemps, on se rappelle 2 semaines et demie, j'ai dressé un portrait un peu plus macro, donc plus avec un scope plus large, si vous me permettez, qui m'a permis de voir plus des rassemblements de chiens qu'on retrouvait de manière grossière. Donc, on avait les chiens de communauté, qu'on fait référence au Rest Dog. J'ai mis des termes en anglais parce que les Inuits de Natwashus parlent anglais et Inuimun, contrairement aux Inuits du Québec qui parlent français et Inuimun. Donc, c'est pour ça que j'ai mis les 2 termes ici. Mais les Rest Dogs, c'était les chiens qu'on retrouve vraiment comme on l'imagine, proches des maisons, proches des dépanneurs, proches des campements, des chiens qui étaient chapardeurs, qui étaient toujours à la recherche de nourriture, qui vont japper constamment, qui sont les plus dérangeants, qui vont faire peur aux Inuits aussi quand ils vont se déplacer parce que quand ils sont rassemblés, peuvent être intimidants pour certaines personnes. On craint qu'ils soient malades du fait qu'ils mangent un peu n'importe quoi. On avait aussi la meute du dépotoir, donc des chiens qu'on m'a racontés qui, à Natwashish, étaient supposément des chiens très territoriaux, très agressifs, dont on ne pouvait pas s'approcher puisqu'on craignait des morsures. Puisqu'ils mangeaient des déchets, on me disait aussi qu'ils étaient infestés de parasites. C'était des chiens qui vraiment pouvaient être un peu comme dangereux pour notre propre santé. Puis ces chiens-là, vraiment, c'était des chiens qui auraient peut-être
se serait peut-être lassé de la vie en communauté et aurait été vers le dépotoir pour pouvoir survivre un peu mieux de manière indépendante. Euh, Puis, ce n'étaient pas les mêmes chiens, comme on disait. Par contre, j'ai mis la photo ici d'un chien que j'ai surnommé Jackson affectueusement lors de mes recherches dans le dépotoir. Jackson, je l'avais rencontré au campement des Inuits lorsque j'étais au rassemblement, puis j'avais joué avec lui. Mais quand j'étais faire des recherches dans le dépotoir, ben, je l'ai retrouvé. Donc, je m'étais dit, ah ben, finalement, les chiens de la communauté, c'est aussi des chiens de dépotoir. Donc, vraiment, encore une fois, il y a une perméabilité des catégories. Et Jackson vraiment m'a aidé à comprendre toutes sortes de choses du vécu des chiens dans le dépotoir, comme le fait de me protéger contre les ours qui étaient là. Il aboyait pour les éloigner. Il interagissait avec les corbeaux aussi. Donc, vraiment, j'ai fait affaire à tout un écosystème particulier dans le dépotoir. Puis enfin, on avait la meute de la forêt, qui sont des chiens qui sont un peu comme des affiliés des Inuits, des chiens qui seraient arrivés dans la forêt environ à 40 km de la communauté, en soit fuyant la communauté poussée par la faim, ou peut-être en courant après les skidoo, qui a fait en sorte que les chiens ont progressivement délaissé la communauté et se sont rassemblés en un point commun, où est-ce qu'ils ont, de ce qu'on m'a dit, copié le comportement des autres animaux, comme les renards, comme les coyotes, comme les loups. Et ces chiens-là, contrairement aux autres, seraient très farouches, très peureux, on ne pourrait pas les approcher. Donc, un espèce de réensauvagement qui s'est fait avec ces chiens-là. Et quand on y pense, les trois catégories témoignent des relations que ces chiens-là vont entretenir avec les Inuits, mais aussi inversement, de quelle façon est-ce que les Inuits vont entretenir des liens avec les chiens qui sont tout à fait différents un et l'autre. J'en arrive aux conclusions partielles de ce que j'ai avancé aujourd'hui. Donc, de ce que j'ai pu comprendre, malgré la diminution que les Inuits ont fait des chiens aujourd'hui, ces derniers n'ont pas perdu leur place au sein de la société. Les chiens n'ont pas plus d'utilité chez les Inuits. Beaucoup d'entre eux vont encore les apprécier, apprécier leur présence, notamment parce que dans les communautés, ils vont protéger, par exemple, des loups ou quoi que ce soit. Donc, cette place-là s'est plus transformée. Elle continue d'évoluer en fonction des communautés dans lesquelles on va agir. Mon étude m'a aussi permis de réaliser que les Inuits n'ont pas une mauvaise gestion canine comme que les études vétérinaires ont pu le prétendre, peut-être un peu indirectement, mais que cette gestion canine-là a été compromise en raison du processus de sédentarisation. Donc, de cette façon-là, les problèmes de chiens ne paraissent pas comme un problème de gestion interne, mais vraiment comme une conséquence indirecte de la colonisation. Et malgré le fait que ces problèmes de cohabitation entre Inuits et les chiens sont arrivés sous l'effet de forces exogènes, comme les mesures gouvernementales, les Inuits doivent aujourd'hui trouver des solutions à un problème auquel ils n'ont jamais fait face dans leur histoire et qui n'est pas rencontré en dehors du monde autochtone au Québec non plus. L'intérêt aussi que porte un chercheur ou une chercheuse sur la place que les animaux occupent dans une société, ça m'a permis de dresser un portrait plus holistique et complet d'une culture aussi, au sens où est-ce que j'ai pu comprendre de quelle façon est-ce que l'imposition du travail salarié ou l'éducation forcée des enfants a forcé à l'abandon progressif de l'utilisation des chiens chez les Inuits et indirectement a entraîné l'émergence des problèmes de chiens. Enfin, l'intégration d'acteurs autres qu'humains n'est pas incompatible, à mon sens, avec la recherche ethnographique. Au contraire, ça m'a même permis d'enrichir ma compréhension du phénomène culturel que j'ai étudié. Donc, suivre les chiens dans leur quotidien, ça m'a permis de comprendre que la précarité économique pouvait avoir une incidence sur les comportements réprimandables des chiens. Par exemple, une famille qui n'a pas beaucoup de sous pour pouvoir nourrir ses propres enfants, qui, on se rappelle, dans les communautés autochtones, sont surpeuplées. Il n'aura pas nécessairement d'argent non plus pour nourrir son chien, tel que c'est de fer en vivant dans un cadre plus sédentaire. Et ces chiens-là, étant donné qu'ils sont fins, peuvent devenir plus agressifs, plus irritables, se battre de plus en plus. Donc, c'est ça qui peut entraîner des problèmes de chiens aussi. Donc, pour l'instant, c'est là que j'en suis, mais je suis encore, comme je l'ai dit à l'introduction, là, je suis très ouvert à vous écouter si vous avez des questions ou des commentaires par rapport à mon étude. Et puis, vraiment, ça me fait plaisir de pouvoir vous partager ce que j'ai fait durant mon été. Et je vous remercie tout le monde de votre présence. Donc, merci beaucoup. Merci, Pierre-Luc. Est-ce que tu pourrais cesser le Arrêtez le partage de... partage. Oui, Ouais. s'il te plaît. Super. Merci pour ta communication qui était à la fois très intéressante et très cute. Alors, je passerai à la période des questions. Ne soyez pas gênés, Pierre-Luc ne mord pas. Alors, il y a des gens qui ont... Marouane veut poser une question, puis il y a Philippe Carpe.
Est-ce que tu peux, Isabelle, m'aider? Oui, Oui. Comment on fait pour ouvrir le micro d'une personne? faut qu'il lui-même se unmute. OK, bon, on va commencer par Marwan, alors. Ah ouais, vous m'entendez? Oui, Allô? Ouais. salut. Super, ben, merci beaucoup le CIRA d'avoir organisé cette présentation et Pierre-Luc d'avoir fait, c'est super intéressant. J'avais une question parce qu'au cours de ta présentation, tu alternes en disant les et leurs chiens. Je voulais savoir en fait, tu l'adresses un peu dans la conclusion, mais l'idée de possession en fait, d'appartenance, est-ce qu'elle est, elle est importante? Est-ce qu'elle a changé au niveau du processus de sédentarisation? Est-ce qu'il y a encore des familles qui, c'est-à-dire leurs chiens et les chiens qui sont à la communauté? Donc, c'était un peu pour voir si tu peux nous parler un peu plus de ça, si tu as des infos. Merci. Oui, ben, de ce que j'ai compris, lorsque les Inuits vivaient dans les tentes, là, je vais reprendre les termes qu'eux utilisent pour les réponses, là, mais lorsqu'ils vivaient dans les tentes, il y avait environ un chien par famille. C'était un chien qui appartenait bon à une famille, mais qui était sous l'autorité de ce qu'on m'a dit là, de l'homme en premier. Donc, souvent qui était le chasseur, c'était le chien qui avait accompagné l'homme dans plusieurs déplacements. Donc, c'est plus le chien qui écoutait, le chien écoutait le maître de son maître qui était le chasseur. Puis, ça, c'était comme un peu incontestable de ce que j'ai pu comprendre, là, que chaque chasseur avait son chien ou vice-versa, là, que chaque chien avait son chasseur. Par contre, avec le temps, ça s'est transformé évidemment du fait que bon, les chiens ont été détachés, ce qui a fait en sorte qu'il y a des chiens qui n'étaient peut-être pas toujours accompagnés d'un maître, ont commencé à être un peu un flou pour les autres familles. Ils se rencontraient moins sur le territoire ensemble aussi, ce qui fait que ben, peut-être que progressivement, on n'a plus su à qui associer les chiens. Dans mon cas, il y avait plusieurs chiens qui ne savaient, les Inuits ne savaient pas à qui ça appartenait. Puis d'autres chiens qu'on savait très bien à qui il appartenait, mais ce chien-là n'était jamais avec le maître qu'on disait. Donc, vraiment, qui était, comme que je pourrais dire, non fié de son côté, que peut-être qu'on pourrait imaginer. Puis, il y avait des chiens qui étaient comme plus communautaires, que je pourrais dire. Là. Il y avait un des chiens, il s'appelait Animèche, et Animèche était toujours en train de loger chez quelqu'un, même s'il habitait supposément ailleurs, qui se faisait nourrir par une famille qui prenait en charge le chien du chef aussi. Donc, c'est assez flou, là, que je pourrais dire, au niveau des liens d'appartenance qu'une famille peut avoir avec un chien ou qu'un chien peut avoir avec une famille. Puis, ça peut changer au cours de la vie du chien aussi. Là. Donc, ça se peut qu'il y avait des chiens qui, au départ, étaient affiliés à un maître, mais qui, en raison de circonstances particulières, se sont désaffiliés. Donc, il n'y a pas vraiment de réponse fixe que je pourrais dire par rapport à ça. Puis, je ne sais pas si je réponds à la question. Peut-être. Peut-être que Marwan est parti, mais moi, en tout cas, on passera la. Merci Marwan et Pierre-Luc. La parole maintenant à Philippe Carpe. Ouais, elle dit qu'elle ne peut pas ouvrir son micro, c'est à vous de le faire, il paraît. Ouais, en fait, ouais, voilà, c'est fait. Alors, Philippe Carpe devrait être en mesure de parler en ce moment. Est-ce que Philippe Carpe est toujours là? Isabelle, tu as enlevé le micro de Carpe Philippe. Oui, c'est ça. Il y a un autre Carpe. Je pense que c'est là qu'il faut enlever le micro. Ah, attends une C'est minute. le monsieur avec des lunettes là, qui agitait ses bras. Ouais, j'ai ouvert le micro de la personne qui a la main levée. Alors, je ne sais pas. Ouais, mais je pense qu'il y a deux. Il y a deux. OK. Ouais. Ah oui, ici, je vais m'essayer ici. Ça fonctionne. Ouais. Le micro est encore fermé, monsieur Philippe Carpe. Voilà, donc maintenant ça devrait passer. Donc comme je disais, moi je ne connais pas du tout le contexte canadien, du moins très très peu, mais j'avoue que j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez présenté et j'avoue que ça m'a été un peu bouleversé par rapport à deux concepts qu'on utilise en droit, notamment la question du bien-être animal
et puis celui de la personnalité juridique des choses, notamment des animaux, mais de la nature en général. Et j'avais l'impression, en vous écoutant, que finalement, vous mettiez tout ça de côté. Du moins, ce n'est pas vous qui le mettiez, mais que ça n'avait pas autant d'importance, que c'était plutôt la création de nous, plutôt que la création, entre guillemets, des autochtones. Et j'aimerais avoir un peu votre réaction sur ces deux aspects de bien-être animal et de personnalité juridique des animaux. Voilà, merci. Oui, mais merci. Je peux commencer au départ en disant que bon, le concept de personnalité juridique, c'est quelque chose d'assez récent. C'est pas quelque chose qui une longue histoire, peut-être au niveau du droit, au niveau des connaissances qui sont véhiculées dans les communautés autochtones. Parfois, les communautés comme Akwachit vont. Bon, Akwachit, c'était le cas là, où est-ce qu'ils essayaient de faire reconnaître les droits d'une rivière comme personnalité juridique. Mais il faut savoir que c'est un outil qui est utilisé par les Autochtones pour faire reconnaître leur propre vision du monde. Donc, la vision de personnalité juridique telle qu'on l'entend dans le droit, c'est une vision qui ne témoigne pas de la logique interne des Autochtones, comme vous le disiez. C'est vraiment de la logique que nous, les Occidentaux, nous allons mettre de l'avant parce qu'on vit dans un système étatique où est-ce qu'on a besoin de lois pour pouvoir fonctionner et il y a une imposition aussi d'une certaine cosmovision qui est imposée. Donc, nous, on est plus au niveau là, justement, des objets naturels que je pourrais dire qu'on retrouve dans une rivière ou qu'on ne conçoit pas qu'une rivière mérite des droits tels que les humains. Pour les chiens, c'est la même chose aussi, ou les autres animaux de manière générale. Donc, ça, ce n'est pas un concept qui est de l'interne, vraiment pas. Puis pour ce qui est du bien-être animal, ça, c'est quelque chose qui aussi est à considérer que chaque culture, chaque population humaine va avoir sa propre notion de ce que c'est le bien-être animal. De ce qu'on m'a dit, par exemple, par rapport au Timichkan, à Timichkanat, les Inuits avaient commencé à ne plus avoir de Timichkanat non plus parce que ça incluait le fait de couper la queue, couper les oreilles, ce qui aujourd'hui, dans notre propre culture, on associe à de la maltraitance animale. Alors que pour eux, ça implique d'autres logiques culturelles qui étaient importantes à leur sens, mais que nous, on leur a empêché finalement de pouvoir reproduire, ce qui a finalement aussi contribué à la perte de certaines pratiques traditionnelles et aussi à l'idée aussi que ce qu'ils faisaient, c'était mal, encore une fois. Donc, ça, c'est une autre chose que tu as considéré aussi dans la notion de bien-être animal, là, qu'on ne peut pas imposer une seule vision partagée de toutes les cultures de ce que devraient être les animaux au sein des êtres humains. Même que ma recherche là, elle démontre ça justement de ce que je comprends, là, c'est que chaque population humaine va s'accorder avec un animal d'une certaine manière qui ne va peut-être pas correspondre à d'autres visées. Là. Si on prend l'exemple des vaches en Inde et des vaches en Occident, c'est complètement différent, même si c'est le même animal. Puis le bien-être animal, il est conçu de différentes façons. Donc, ça serait la réponse que je vous donnerais par rapport à ça. Merci, Pierre-Luc et M. Carpe. Étienne Levac, c'est à ton tour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Bon, ben déjà, premièrement, merci beaucoup, Pierre-Luc, pour cette superbe présentation. Tu dis que c'est très tôt après ton terrain, mais quand même, tu as vraiment beaucoup d'éléments super intéressants, puis tu as une belle piste de réflexion. Je voulais te relancer sur, à la fin, dans la conclusion, tu parlais que ce qui est considéré comme un problème de chien, c'était un effet indirect de des différents mécanismes de la colonisation, puis que les Inuits sont pris à trouver des solutions. Puis on sait qu'il y a des organisations externes, notamment allochtones et autochtones, qui offrent de ces solutions. Puis je voulais savoir si ça allait être une dimension de ton mémoire, la diversité des opinions et des solutions des Inuits face à ce que tu as bien défini comme, et contextualisé comme le problème de chien. Oui, mais différent. Oui. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est le point de vue des Inuits sur la gestion canine. Et lorsqu'ils font affaire avec des organismes extérieurs, qu'ils soient autochtones ou allochtones ou les deux mis ensemble, ça fait partie de leur gestion canine qu'ils vont faire actuellement. Donc, c'est dans ce sens-là que je vais pouvoir mobiliser leur opinion face à ça.
Et oui, je vais montrer aussi les divergences d'opinion qui existent au sein de cette dynamique-là parce que, dans mon cas, moi, Equanchit, c'était l'organisme Chiot Nordique, qui peut-être est connu pour certains d'entre vous, qui faisait affaire avec la communauté. Et beaucoup d'Inuits, là, notamment le dispensaire, étaient énormément contents de pouvoir faire affaire avec Chiot Nordique, qui leur permettait justement de nourrir leurs chiens parce que Chiot Nordique vraiment offre l'opportunité là, d'apporter 3 palettes de nourriture environ par année pour les chiens des Inuits de la communauté. Et ça, c'est quelque chose sur lequel les Inuits vont compter là, pour pouvoir avoir un chien d'une certaine manière. Tant qu'il n'y a plus de nourriture, c'est sûr que ça devient difficile parce que c'est presque tout le monde qui a quand même un chien dans la communauté. D'un autre côté, il y a des gens qui n'étaient pas contents non plus du travail que Chiot Nordique pouvait faire pour toutes sortes de raisons aussi. Moi, je ne veux pas donner priorité à un discours plutôt qu'à l'autre, mais vraiment montrer la diversité des opinions qui existent. Puis, c'est sûr que comme je travaille en collaboration avec eux, eux vont parfois faire appel à peut-être des recommandations que j'aurais à avoir face à ça. Ça, c'est sûr que c'est difficile plus à moduler au niveau de qu'est-ce que je dis comme opinion par rapport à ça, parce que moi, je ne suis pas là pour émettre mon opinion là-dedans, mais j'ai quand même des relations avec ces gens-là, donc je peux leur parler des pour et des contre de certaines choses. Puis, c'est à ce niveau-là que, dans le fond, là, que je vais essayer de trouver mon chemin avec qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui avec les chiens, puis avec quel organisme ils font affaire, c'est quoi les défis auxquels ils font face avec chacune d'entre elles. Merci Étienne et Pierre-Luc. On a encore du temps pour peut-être d'autres questions. S'il y a des gens qui veulent se manifester en levant la main ou en écrivant dans le chat. Il y a Madame Danielle. Isabelle, pourrais-tu m'aider à activer le micro? Oui. Je ne vois pas qui a la main levée. Je m'excuse, c'est Daniel. Oui. Récent. Ouais, je peux demander Ask to unmute. Donc, la personne devrait... Bonjour. 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 Félicitations, Pierre-Luc, pour ton travail. C'est très original. C'est une question, ça fait une 40aine d'années que je travaille dans les communautés autochtones. Puis, à mon avis, ça n'avait jamais été soulevé comme sujet d'étude. Alors, je trouve. Puis, la justesse des observations, je t'ai mis de référence tantôt, où on peut aller. Je ne sais pas si tu as interviewé des aînés qui sont déjà allés avec les chiens dans le territoire. Les 2 références que je t'ai envoyées, c'est la vie des Inuits dans le territoire avec les chiens. Et bon, il y a dans la communauté aujourd'hui, moi je suis à Ouachat, Maliotenam, mais j'ai déjà été confrontée à un problème qui m'avait vraiment attristée. C'était une personne qui était aveugle, qui désirait acquérir un chien pour aveugle et un chien guide. Et on m'avait dit, c'est pas possible dans les communautés autochtones parce qu'il y a trop de chiens en liberté qui vont venir déranger le chien guide. Et malheureusement, nous devons refuser la demande de telle dame. Ça m'avait fait quelque chose. Et c'est un aspect qui est peut-être pas considéré quand on se dit, ben, c'est bien que tous les chiens soient en liberté, puis ils sont cool, ces chiens-là, puis ils ne mordent pas personne et tout ça, mais il faut savoir ça, que ça a aussi certaines limites. Là. Puis il y a des problèmes qui se posent réellement. Je n'ai jamais trouvé de solution pour le chien guide. Est-ce que vous demandez d'en trouver une de ma part? Non, du tout, mais je voulais juste signaler ça. Je suis intervenante, je suis psychologue et intervenante sociale. Alors, c'est une des problématiques pour lesquelles je n'ai jamais trouvé de possibilité. Si je peux m'avancer, je pense que je connais le cas auquel vous faites référence de la personne aveugle. Et puis, oui, c'est malheureux puisque, comme que je l'ai avancé, ce problème-là ne vient pas de la gestion des Autochtones par rapport à leurs chiens. C'est vraiment quelque chose qui est arrivé parce qu'on n'a pas considéré les conséquences que les mesures gouvernementales et coloniales auraient sur leur développement. Donc, ça, c'est quelque chose vraiment qui est à considérer. Puis, c'est un peu ça, dans le fond, à laquelle mon étude va servir pour les gens des Quanchit, c'est à savoir
à qui on fait affaire, vers qui on se tourne pour parler peut-être de la notion de responsabilité ou de possibilité d'action face à ce qu'on peut faire là-dedans. Puis pour répondre à la première question qui était est-ce que vous avez interviewé des gens avec qui ont accompagné des chiens, etc. Ben oui, beaucoup, beaucoup. Là. C'était vraiment ça qui étaient les personnes que je recherchais le plus. Puis vraiment, c'est ça qui était fascinant, là, c'était de voir que quand que je parlais avec des gens de Pakwashipi, puis de Unamanchipu, de voir que même s'ils vivaient quand même très loin un de l'autre aujourd'hui, la relation que vous avez avec les chiens était sensiblement la même, comme ils sont Inuits, il y avait une même façon de faire. Ils se rencontraient toujours sur le Nitassinan, hein, donc à travers leur voyage, et ils partageaient justement une culture qui était commune. Puis, beaucoup d'échanges qui s'est produit aussi au niveau de peut-être la façon de gérer les chiens. Là, moi, j'ai été fasciné de la façon qu'on apprenait à un chien à chasser un castor, par exemple, sous 10 pieds de neige, à la façon dont on se débarrassait de le réflexe du chien à courir après les écureuils. Donc, vraiment, ils ont vraiment énormément de connaissances qu'aujourd'hui ne peuvent plus mettre en application pour toutes sortes de raisons, d'autant plus que, bon, on ne peut plus pratiquer la chasse comme qu'ils voulaient. Mais il y a une énorme précarité environnementale avec laquelle les Inuits doivent aujourd'hui pallier. On sait qu'il y a presque plus de caribous. Les animaux sont beaucoup effrayés par les activités extractivistes aussi, ce qui fait que bon, ça devient de plus en plus difficile de continuer ce mode de vie-là, d'autant plus avec des chiens. Donc, puis ils ont perdu un peu les connaissances comment faire avec les chiens. Yeah. OK. Merci beaucoup. En dernier lieu, je voulais juste signaler qu'ici, on continue, je reste à Maliotenam, les chiens sont périodiquement un problème et je pense que ça appartient aux communautés de le régler. Bien sûr, avec des alliances et des connaissances souvent qu'on peut emprunter, mais c'est rendu le problème des communautés, même si c'est la colonisation qui l'a fait et ce sont les communautés qui sont les mieux placées, je pense, pour le régler également. Mais j'ai hâte de lire votre étude au complet. C'est gentil. Merci pour les références aussi. OK. Vous allez vous amuser dans ces références-là. Il me parle beaucoup de chiens. J'espère. Merci. Arnaud, je ne sais pas si tu es encore là. On a 2 questions. On en a une que la main levée, c'est Gaël, mais il y avait juste, si tu me permets, Gaël, il y avait une question sur le chat. Est-ce qu'on a encore le temps pour les 2 questions? Est-ce que Pierre-Luc, ça te va? Ben oui, je pense. Moi, je vais donner le temps aux gens. Oui. On pourrait prendre la question du chat et celle de Gaël, puis après ça, ce serait... Parfait. Ouais. La première question sur le chat vient de Élise Cossette et elle demandait est-ce qu'il y a une divergence de vision face au problème des chiens selon les générations? Oui. J'imagine, je pense que je comprends la question. Est-ce que, par exemple, les aînés conçoivent le problème des chiens de la même façon que les jeunes actuels? C'est comme ça que je comprends la question. Oui, mais c'est pas les mêmes. Justement, oui, il y a divergence. C'est pas les mêmes critères de problèmes qui sont émis. Moi, on m'a dit, les aînés m'ont dit que les chiens aujourd'hui étaient paresseux, que les chiens n'allaient plus à la chasse, que les chiens, ils faisaient comme un peu rien. Alors que les plus jeunes, ils m'ont dit que eux, ce qui les dérangeait par rapport aux chiens, c'était qu'ils courent après les voitures, qu'ils jappent constamment. Puis ça témoigne, à mon sens, là, de la façon dont les générations ont vécu la vie aussi, hein, parce que peut-être que les aînés, eux, leur référence par rapport à ce qui c'était une de mes questions d'entrevue, qu'est-ce qui est un bon chien? Un bon chien, c'était un chien qui allait à la chasse, qui écoutait son maître, qu'on n'avait pas besoin nécessairement de dire des commandements pour qu'il puisse parler, pour qu'il puisse comprendre qu'est-ce qu'on voulait faire. Alors un bon chien aujourd'hui, pour les jeunes générations, c'est plus un chien qui se fait pas sentir, qui est presque comme invisible au fait où est-ce qu'il ne dérange pas, il aboie pas, il reste couché, puis c'est tout. Mais il n'y a pas nécessairement l'idée d'accompagnement du chien dans le nœud timide comme que c'était autrefois. Donc, ça, c'est des problèmes de chiens différents, mais ça témoigne de la génération qui va regarder ce problème. Merci Pierre-Luc et Élise. Donc, Gaëlle, ça serait à toi. Oui. Bonjour, alors merci. Je trouvais ça aussi très original là, comme sujet. Puis, en fait, moi aussi, je viens d'une communauté. Là, je
Je travaille présentement à Pessamit, mais je viens de Maliotenam. Puis je me demandais aussi, tu sais, on entend souvent, là, même sur Facebook, là, le monde, ils disent « Ah, pourquoi les gens n'attachent pas leur chien dans leur communauté? » Tu sais, souvent, fois par année ou deux, des fois, ça revient, là, il y a comme une genre de pétition pour que les gens attachent leur chien et tout. Donc ça, je vous ai moins entendu parler de ça. Je me demandais un peu, parce que moi, je vois ça un peu comme, il y a des gens qui veulent que les gens attachent leur chien dans la communauté, mais en même temps, de l'autre côté, le monde, on dirait, ne veut pas attacher leur chien pour justement laisser la notion de liberté aux chiens, d'être libre. C'est un peu la manière d'être nous, là, de laisser les gens et les animaux aussi libres dans leur environnement. Fait que je me demandais si vous aviez abordé un peu cette notion de contradiction là, qui existe en ce moment. Là, Oui, beaucoup. C'est revenu souvent, ça aussi, ce débat-là. Puis oui, il y a beaucoup de groupes Facebook qui font valoir le fait que les chiens doivent être attachés. D'autres non, même si c'est le point de vue des Inuits, des fois oui, des fois non. Mais je n'ai pas de réponse nécessairement par rapport à ça. Puis je ne veux pas trop m'avancer loin non plus parce que justement, je suis encore en train de réfléchir à mes analyses et tout. Pour la communauté des Quanchit, le seul texte de loi que j'ai retrouvé par rapport à la gestion canine qui devait être faite, c'est un texte de loi de la loi sur les Indiens. Une loi qui date de 1979. Et puis, à Equantit, ça n'a pas été renouvelé jusqu'à aujourd'hui. Puis, dans la description du texte de loi, c'est vraiment écrit que les chiens doivent être attachés en permanence, que les chiens ne peuvent pas se promener en liberté, vraiment comme qu'on verrait à Montréal, par exemple. Par contre, on sait, dans les communautés autochtones, il n'y en a pas une que c'est comme ça, là, vraiment que c'est respecté à la lettre. Puis, je me demandais si c'était peut-être pas un geste de résistance de ne pas suivre ces réglementations-là d'une certaine manière. Parce que, bon, il y a plusieurs choses qui ont été imposées avec la loi sur les Indiens, peut-être que ça en fait partie. Mais je pense de manière comme assurée que c'est plus au niveau que les communautés sont en train actuellement d'apprendre à gérer les chiens dans un nouveau cadre, justement, qui est assez récent. Là, si on parle de la sédentarisation, justement, c'est dans les années 50-60, ça fait même pas 100 ans, là, alors que nous, la gestion canine, on a des textes depuis le Moyen Âge là-dessus, là, fait que c'est quelque chose qui est en processus d'apprentissage. Puis comme encore une fois, je le dis, là, moi, je n'étais pas là pour gérer les problèmes de chiens, pour trouver des solutions à si on doit attacher les chiens ou pas. Je sais que la communauté de Wendake ont fait un projet où est-ce qu'ils mettaient vraiment l'emphase sur les conséquences que ça implique d'attacher constamment un chien et que le résultat de ce projet-là, la solution, c'était de laisser les chiens détachés. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut diverger, encore une fois, selon les communautés, selon les nations, j'imagine aussi. Puis, bon, les communautés, nous, sont sur le bord du fleuve versus des communautés qui sont peut-être à l'intérieur des terres, c'est différent. Est-ce que ça va impliquer aussi? Là? Je pense que le territoire joue aussi avec le degré de liberté qu'on va donner aux chiens. C'est tout. mais en fait, c'est plus d'essayer d'investiguer. Je me dis peut-être que ça pourrait nous, un peu sur la notion de liberté, puis de voir comment que les mots. Vous voulez dire comme est-ce que ça pourrait peut-être amener peut-être justement à regarder ça autrement plutôt que de dire on va attacher nos chiens, là, mais je veux dire. Oui, ben c'est ça que dans le fond, de mieux saisir comment que perçoit justement l'animal, puis le. Oui, mais c'est ça qui est différent aussi, c'est que chaque communauté a sa propre vision des choses. J'ai rencontré des Inuits de Pessamit au RDA, au rassemblement cet été. Vous les saluerez de ma part si jamais vous les rencontrez. Mais ils m'ont dit que les problèmes des chiens auxquels les gens de Natwashi s'étaient confrontés, eux, c'était quelque chose qu'ils avaient vécu il y a 30 ans. Donc, ça témoigne aussi qu'à Pessamit, ça a évolué par rapport à Natwashi, qui était à un niveau peut-être c'est vraiment pas linéaire, là, c'est pas ça que je veux dire, mais dans le sens où est-ce que ils ont trouvé des solutions qu'ils voyaient à travers la gestion canine de Natwashi qu'eux ont ou n'ont pas ou non plus. Puis je pense pas que c'est possible de trouver la solution tout de suite en ce moment. Là. C'est bon, merci. Merci Gaël, merci Pierre-Luc. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on pourrait terminer l'activité. Encore une fois,
Merci pour ta présentation, Pierre-Luc, et merci à tous les participants et les participantes qui se sont présentés. Vous étiez en grand nombre et c'est vivement apprécié. Donc, est-ce qu'on peut annoncer le prochain Midi du Sierra? Absolument. Anthony, je te vois. Est-ce que le prochain Midi du Sierra est à Québec, je crois? Ou sinon le prochain à Montréal aussi. Ah, mais on n'a pas encore de date. On n'a pas de date. Non, le prochain Midi du Sierra à Montréal, ça va être avec Étienne Levac, qui est parmi nous aujourd'hui. Étienne va nous parler, je crois, de la citation, des contextes de citation dans les travaux. Ça va être probablement le 8 décembre ou le 7 décembre. On n'a pas encore fixé de date. Alors, c'est ça. Mais ça va être affiché dans l'infolette du Sierra. Anthony, qui voulait dire un mot. Oui. Si jamais vous êtes à Québec, c'est ça, les Midis du Sierra sont en présentiel à l'Université Laval. Puis c'est avec, mais vu que je n'étais pas préparée pour cette intervention, je vais retrouver le titre. Oui, c'est ça, pour Étienne aussi, mais c'est le fun de savoir que ça s'en vient, par exemple. Alors, je cherche le titre de Catherine Dussault qui vient au Sierra à l'Université Laval ce vendredi à 11h30, qui est candidate au doctorat en sociologie, avec une présentation retour de terrain aussi fraîchement revenu de son terrain, le savoir inuit comme fact of life. Merci beaucoup. Alors, merci pour l'organisation, c'était vraiment super. Puis merci Pierre-Luc pour sa présentation. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, c'est ça. Je te laisse le dernier mot. Dernier mot. À moi? Non, c'était mes derniers mots. OK. Oui. Pinache météo à tout le monde, aussi les Inuits qui ont peut-être pu participer à la rencontre aujourd'hui, puis pour l'apprentissage j'ai pu bénéficier à leur côté. Donc, merci. Un grand merci. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir.